Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réagir à des avis sur des films ou des jeux vidéo. Dans celle-là, ce sera un film, et pas des moindres, ce sera Avatar 3, de feu et de cendres. Alors, bon, je vais déjà dire ce que j'en pense. Moi, c'est un film que j'aime pas, quoi. C'est un film que j'aime pas, c'est un film... pour moi, c'est un espèce de remake du 2 que j'aime pas non plus. Je vais dire pourquoi, je vais développer, attention, hein, je vais dire ça en toute bonne foi, hein, parce que de toute façon, même si mon ressenti ne changera pas, j'ai quand même envie de comprendre ce qui peut plaire dans ces films, parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un gros boulot ces films-là, c'est pas les DC Comics, c'est pas les Marvel, mes couilles, c'est quand même des gros films bien travaillés de la part de James Cameron sur beaucoup de plans et ses équipes, c'est quand même, voilà. Mais moi j'ai des problèmes, alors ça se situe au niveau sûrement du récit, parce que la mise en scène la mise en scène, elle commence un peu à se répéter, donc j'ai l'impression que... Mais bon, je vais pas trop spoiler mon avis, on va commencer, mais aussi voilà, de bonne foi aussi, parce que j'adore James Cameron, hein, pour moi c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps, comme pour beaucoup de gens. J'ai grandi, je suis né dans les années 80, donc j'ai forgé ma cinéphilie globalement avec James Cameron. Je pense que si je fais un top 20 de mes films, il y aura Terminator 1 et 2 dedans, c'est quasiment sûr. Donc voilà, je suis pas là pour cracher sur le film gratuitement. Donc là, j'ai pris une critique. Donc je vais prendre quelqu'un qui a adoré, parce que je veux comprendre pourquoi ce film est bien. Donc il a mis 8 sur 10. Moi, j'ai mis 4 sur 10. Si 13 ans avaient séparé notre retour sur Pandora de nos premiers pas en compagnie des navires sur la planète, cette troisième excursion arrive, elle, seulement 3 ans après le deuxième film, avec le risque de ne peut-être pas reproduire sa qualité la plus grandiose, son éblouissement visuel, fruit d'une décennie d'amélioration technique en vue de parfaire notre immersion dans la richesse de ce monde extraterrestre imaginé par James Cameron. Mais comme à son habitude, le maître du blockbuster fait immédiatement taire notre appréhension de spectateur sur ce point. Euh, Moi, je vais revenir sur tout ce qui est technique. Alors, je connais rien forcément, pas spécialement, quoi. Mais sur la légitimité de cette technique dans le récit cinématographique et de vouloir créer un nouveau cinéma. Mais moi, je trouve que Avatar, le problème, c'est qu'elle perd sa substance de cinéma pour n'être qu'une attraction au final. Pourquoi ? Parce que pour moi, le cinéma, c'est d'abord un bon récit, un scénario solide. Et après, on a une mise en scène, grandiose ou pas, bien réalisée, etc., qui est au service de ce récit. Donc, s'il n'y a rien qui m'accroche, le film, il peut être sublime. Les technologies de fou, ça peut être de la VR en 3D où je suis dedans, et voilà. Parenthèse, j'ai pas vu le film au cinéma, le 3, et je n'irai plus voir un film de James Cameron, un Avatar de 3h50 au cinéma, parce que j'avais vu le 2. Alors le 2, quand je l'ai vu au cinéma, ça allait en fait, hein, parce que je l'ai vu en 3D. Alors moi, de toute façon, si je vais au cinéma, c'est pour le voir en 3D. Hein, je vois pas d'autres... c'est le seul truc qui va me faire aller voir un film comme ça en 3D. C'est un film au cinéma, c'est la 3D pour James Cameron, parce que justement, c'est cette technologie qui prend du sens. Mais malgré ça, le 2, bon, je l'ai revu chez moi, c'était très très dur, hein, j'ai vraiment souffert de ces 3 heures. Et, voilà, c'est pour ça que je peux plus. Et en plus de ça, j'avais un mal de tête monstrueux avec la 3D sur le 2. Donc je n'irai plus voir de James Cameron s'ils font moins de 2h20, peut-être 2h20 max, mais en 3D. Donc le 3, j'ai dit, j'y vais pas. Et j'ai bien fait, parce que franchement, ça m'a fait. Alors, un chouïa au-dessus du 2, je dirais. Parce que le 2, il y a vraiment des trucs imbitables, je trouve. Là, ça passe un peu mieux, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Allez, on continue. Quelques séquences introductives du quotidien des Sully sur Pandora, dans les airs, les eaux ou simplement au sol, suffisent à nous emporter dans une Italie de waouh démesurée et désormais inhérent à la découverte d'un avatar sur grand écran en 3D HFR. Et même si le gouffre d'ébahissement à ce niveau n'est pas comparable à celui ressenti avec la découverte des avancées visuelles dont avait fait preuve le deuxième opus, cela ne veut pas dire que James Cameron s'est reposé sur ses lauriers. Tout dans l'esthétique et la direction de ce troisième film donne le sentiment d'être pensé pour aller encore plus loin dans l'émerveillement perpétuel provoqué par le rendu toujours plus palpable de la faune et de la flore de Pandora. Voilà, ça, je peux pas contredire ce qu'il dit en fait, parce que c'est le bon vouloir, enfin c'est ce que veut faire le film en fait. C'est-à-dire que tu vives dans ce film. Sauf que le cinéma, encore une fois, on part du scénario,
Et le cinéma, il te fait rentrer dans le film déjà via un protagoniste et un pitch. Le problème, en fait, je vais parler du 1 parce que moi j'adore le 1. Le 1, je trouve que c'est une perfection en tout point. Alors, c'est pas un de mes films préférés ou un de mes films préférés de Cameron, mais j'ai rien à dire sur le 1 en fait. Il est nickel, il est carré, il est intelligent, il est tout ce qu'il faut faire sur un récit cinématographique. Et après, c'est la mise en scène qui se colle au film, et là, de ce côté-là, c'est une claque aussi. D'ailleurs, je l'ai revu avant aussi avec le 1. J'ai vu le 1 et le 2, mais c'était... Le 1, je me suis régalé du début à la fin. Et pour moi, le 1, c'est le pire ennemi du 2 et du 3. C'est-à-dire que cette perfection et ce côté carré, on le retrouve plus dans le 2. C'est-à-dire que... En fait, moi, le problème, c'est que je lis le 2 et le 3, c'est comme un seul film. Parce qu'il y a vraiment... Déjà, j'ai l'impression que le 3, c'est un remake du 2 sur beaucoup de points. Et surtout, je me dis, ça raconte... En fait, ça raconte rien en 6 heures. C'est ça le problème, c'est que le film, il dure 6 heures. Presque 7 heures. Si on met les deux, il n'y a aucune avancée entre le début et la fin. Et on perd cette idée de protagoniste, d'avatar qui nous faisait rentrer dans le monde dans le premier. On perd, avec ces 14 ans là passés, moi je trouve, je suis perdu quoi. J'arrive, Jake on le voit quasiment plus, Neytiri on le voit quasiment plus. Dans le 2 c'est presque des figurants. Là dans le 3 on les voit un peu plus, mais quand même ça manque une accroche. Voilà, dans les films, je parle vraiment de films classiques. Je dis pas que tous les films doivent être écrits pareil, mais dans le cinéma divertissement classique, on a cette idée du protagoniste, du mythe campbellien, là, comme on dit, là, je sais plus quoi, là, avec les étapes, etc., le but du héros. Voilà, là, le problème, c'est que je vais pas dire ça méchamment, mais c'est très feuilletonesque, en fait. C'est-à-dire que là, on te fait un petit arc scénaristique. Ah, lui, il se fait capturer, on va aller le sauver. Ok, ça lance une bataille, etc. Bon, c'est des films de guerre, les avatars, donc... Mais c'est pas assez fort. C'est pas assez fort pour m'accrocher sur une durée aussi longue. Peut-être si les films avaient duré moins longtemps, j'aurais accroché, mais là, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, je trouve que tout est dit dans le 1, c'est-à-dire que visuellement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait dans le 1. Pour moi, le 1, il met fin à tout en fait. Et même sur le message écolo, le personnage, les Omaticaya, voilà, il y a d'autres tribus, etc. Mais j'ai l'impression que c'est juste une ressucée de ça en fait. Donc j'arrive dans ce monde-là et je me dis ok, bon, je suis rentré, mais maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais pas me lasser d'être ici en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque dans les avatars, c'est que je me lasse. En fait, c'est le problème des avatars, c'est que je suis là et je sais pas où se situe le spectateur en fait dans ces films. C'est vraiment mon ressenti quand je lance ces films-là, c'est qu'est-ce que je fais là, qui sont ces gens et est-ce que je les trouve intéressants. C'est aussi l'autre problème, ça c'est à chacun de penser, d'avoir son ressenti là-dessus. Mais moi j'ai un gros problème, c'est que quand tu m'enlèves Jake et Neytiri, le reste, c'est un peu chaud quoi. Les enfants, j'arrive pas à accrocher, vraiment pas à accrocher à m'intéresser à ce qui leur arrive en fait. Il y a un côté répétitif aussi dans leurs péripéties. Et ils vont faire les 400 coups à droite à gauche, ils vont se faire engueuler par Jake, leur père. Neytiri, elle va pas être contente parce que elle doute un peu de la façon dont ils sont éduqués, de leur entourage, etc. C'est ça sur 6 heures encore une fois. Et je trouve que ça tourne en boucle. À travers cette combinaison de jeux sur la profondeur de champ, faisant de la 3D un élément indispensable à sa narration et non une simple attraction. Donc voilà, je prends quand même cette phrase parce que on peut me rétorquer ça quand je dis je l'ai pas vu au cinéma. Ouais, mais t'aurais dû le voir en 3D, etc. Sinon, tu peux pas comprendre le film. Moi, ce que je veux savoir, c'est tout ce que j'ai dit là, les défauts que je trouve au film. Est-ce qu'ils disparaissent vraiment si on met le film en 3D ? Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que... C'est des trucs qui jouent vraiment sur la narration, le récit, la caractérisation des personnages, le rythme du film. Après, j'accepte tout débat, mais je pense pas que ce que je dis là disparaisse si je me mets sur une salle en IMAX 3D en plein dans le film, parce que sinon, ça voudrait dire que le film n'est qu'une attraction, en fait. Comme dans n'importe quelle part d'attraction, Disney, etc. Voilà. Moi, je veux un film, en fait, de cinéma. La palette artistique offerte par chacun des environnements et l'incroyable fluidité permise par la fréquence d'images choisies par seconde, le perfectionnisme de la mise en scène de Cameron transcende une nouvelle fois tout et paraît inaltérable pour donner vie à la beauté incessante de cet univers alien et de l'action qui s'y découle. Donc ça, je suis content de faire cette vidéo parce que voilà, ce qu'il dit là, c'est super, hein, parce que on sent qu'il a vraiment, lui, il a tellement aimé le film que peut-être il a revu, etc. Et... il a vraiment vu en détail ce qu'il pouvait le travail de mise en scène de Cameron. Et je trouve ça bien d'avoir ce genre de critique
pour quand même creuser dans ce que peut avoir une substance un peu plus profonde sur le film. Comme notre œil s'habitue au rendu d'une telle profusion et de plans travaillés, l'intensité de notre admiration a forcément tendance à s'estomper quelque peu sur la durée. Là encore, le réalisateur trouve toujours le moyen de placer ici et là une séquence encore plus folle que les sommets déjà atteints afin de raviver cette flamme décidément subjugante, intarissable et donnant l'impression de ringardiser la totalité des blockbusters qui ne sont pas de sa main. La confrontation nocturne sur la plage, la phase dans la base et la bataille finale, fort bien entendu, font partie de ceux-là. Moi, j'ai en fait un problème de... Alors, la durée, ça joue beaucoup, effectivement, parce que quand tu prends une claque visuelle, mais qu'après, tu n'es plus dans le film, tu trouves que le film, il rame un peu, etc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Le visuel, c'est con, mais il fera pas... Comment dire ? Il fera pas illusion. Sauf si tu vas que pour l'attraction. Là, je suis d'accord. Mais si tu vas pour vivre quelque chose avec les personnages, moi, ça se perd. Ça se perd. Donc, ce que je veux répondre à ça, c'est que aussi, j'ai un problème sur cette saga. C'est pour ça que je mets vraiment le 2 et le 3, mais même le 1, en fait, c'est que j'ai l'impression de revoir les mêmes plans, en fait. Il y a des mêmes plans, des Deus Ex Machina, genre, on va se faire crever, mais non, regarde, t'as l'armée qui arrive au fond avec les plans, j'ai l'impression de les avoir vus. En fait, encore une fois, je vais répéter ça, mais le 1, il a tout fait déjà. Et quand je vois le 2, le 3, il m'apporte rien en récit, et il m'apporte pas forcément quelque chose en visuel, si ce n'est, effectivement, les scènes sous-marines sont quand même magnifiques, etc. Mais pas intéressantes pour moi, les scènes où la gamine va voir les créatures sous-marines, etc. C'est beau visuellement, ça donne quelque chose. Mais moi, personnellement, je vais le dire un peu violemment, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe, en fait. C'est ça le problème. J'en ai rien à foutre, mais je dis ça, mais c'est même pas genre dire « Ah, je me suis fait chier, c'est nul ». Non, je trouve qu'il y a vraiment un souci cinématographique, scénaristique, narratif, de dramaturgie dans le film. Je suis vraiment convaincu qu'il y a quelque chose qui va pas dans ces films-là. Encore une fois, les liens avec entre le spectateur et les persos, l'impression de ne plus avoir aucun référent. Je sais pas, il y a des persos qui meurent dans le 2, dans le 3, il me manque pas le perso, tu vois, il devrait me manquer le perso, me dire, voilà, il y a le perso de Sigourney Weaver qui meurt dans le 1, elle manque dans le 2, on entend parler un peu, on ressent un peu de nostalgie, etc., vis-à-vis de sa mort et tout, d'attachement et de, on va dire, douleur fantôme, entre guillemets, du fait qu'elle y est pas. J'exagère un peu, hein, je vais pas dire que j'étais là en train de... Mais il arrive à placer quelques trucs sur ce personnage où tu ressens quand même... Tu te dis, ah ouais, ce personnage, quand même, il était vraiment fort. C'est tout. Après, les autres, tout ce qui est les enfants, etc., là, je ressens vraiment pas ça du tout, quoi. Alors, oui, bon, après, visuellement, c'est sûr qu'à côté des autres blockbusters, à part Fury Road, reste le fond proposé en vue d'accompagner cette expérience spectaculaire pour nos yeux, et Avatar de feu et de cendres ne risque pas d'arranger les choses sur ce plan vis-à-vis de ceux qui trouvaient déjà le deuxième film était globalement un décalque du premier en termes de récit. Ici, le sentiment d'assister à une réplique du long métrage précédent n'a jamais été aussi fort, c'est ça, au point qu'on pourrait facilement le qualifier de 2 bis, exactement. Par contre, je vois pas en quoi le 2 est une ressucée du 1, pas du tout, hein. Mais... Certes, tout est imaginé dans la perspective de suite qui en fait toujours plus avec plus de clans, plus de menaces, plus d'alliances improbables, plus de péripéties vertigineuses avec des variations qui font plus ou moins leur job respectif. Le problème, c'est que c'est étiré et pour moi, si tu prends le début du 1 et la fin du 3, il y a très peu de trucs pour 6h30 de film qui se sont passés en fait dedans. Donc, ok, c'est pour une perspective de suite, mais... Putain, tiens, le méchant, il meurt à la fin du 1, il meurt à la fin du 2, non, il revient, il meurt à la fin du 3, non, il n'est pas mort. T'as 2 méchants dans le 3, ils meurent pas vraiment, donc ils vont être dans le 4. Mais du coup, j'ai regardé ces films, pourquoi, en fait, au niveau du récit, quoi. Au niveau vraiment, comme si je regardais une série télé. Allez, on se met dans l'idée où je regarde une série télé, donc j'ai envie qu'il y ait des avancées, des cliffhangers, des machins, mais qu'il y ait les épisodes, on n'ait pas l'impression de voir des épisodes de transition où au final, il n'y a pas eu une grande avancée. Bah là, c'est ça, en fait. Je comprends pas, en fait, pourquoi Cameron, il fait ça. Je comprends vraiment pas, en termes de scénar, quand tu vois les films qu'il a fait avant. J'arrive pas à voir, on dirait qu'il a perdu ce truc ludique, en fait. Ce ludique de faire évoluer les choses. Là, il te remet les baleiniers dans le 2, déjà, c'était insignifiant. La scène de chasse de baleines de 20 minutes,
Alors peut-être visuellement ça peut satisfaire, mais en termes narratifs, moi ça m'intéresse pas de voir une chasse à baleine de 20 minutes. Il te remet ça dans le 3, avec des persos c'est ni fait ni à faire, les persos des baleiniers. Je comprends pas pourquoi, par exemple, ces persos-là, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? S'ils sont plus là, est-ce qu'on va y repenser? Non. Je comprends pas pourquoi ils prennent trop de temps là-dessus. Ok, il y a le côté écolo, mais là c'est pareil, il y a le manque de dépaysement, c'est-à-dire on est sur notre planète, on veut te parler de la chasse aux baleines, qu'est-ce qu'on met? On met une baleine, voilà. On met une putain de baleine. Je sais pas, mais autre chose, je sais pas, t'es dans un univers, tu peux inventer autre chose. C'est con, hein, après j'adore hein, la baleine et tout, le personnage de la baleine, je l'adore. Ce qu'elle fait et tout, c'est excellent, mais je comprends qu'on peut se dire, ok, un cheval, les chevaux, ils ont 6 pattes au lieu de 4, les oiseaux, ils ont 4 ailes au lieu de 2. Ça, j'ai déjà vu des critiques comme ça, et je peux le comprendre. Et il y a pareil avec la baleine. Tous les membres des Sully connaissent un parcours en solo en s'affirmant dans l'ombre du deuil de Neteyam. La personnalité de Villain Quaritch y connaît enfin véritablement une petite dose de nuance. Bienvenue par le biais de son statut d'écho en mode avatar ressuscité, une certaine rencontre à l'influence primale. Quaritch, moi j'ai vraiment... ses décisions, je comprends pas. Un coup il est gentil, un coup il est méchant. Lui il parle de nuance, moi c'est incohérence, je dirais. C'est incohérence du perso. Il peut te tuer quelqu'un comme ça d'une balle dans la tête de sang-froid en n'en ayant rien à foutre, même un gosse. Et puis après il va avoir quelques sentiments, et puis 2 minutes après j'arrive pas à comprendre ses enjeux à lui, en fait. Je trouve que c'est mal écrit ça, de ce côté-là. C'est mal amené en fait, c'est pas mal écrit. C'est mal amené à chaque fois, je comprends pas ce personnage, j'arrive pas, enfin pour moi c'est pas de la nuance, c'est vraiment de l'incompétence d'écriture à ce niveau-là. Mais bon, enfin peut-être pas de l'incompétence, mais c'est tellement un travail de fou ce film, je pense qu'ils ont mis l'écriture un peu de côté sur certains trucs pour que ce soit... Il manque un truc solide en fait, pour vraiment tout raccrocher. Et en soi, le scénario du film est loin d'être celui le plus idiot qu'on ait vu, accompagné d'un lot d'émotions simples mais bien réelles au sein de ce genre de grosse production, mais avec ses phases répétitives de poursuite, capture, évasion, en attendant l'inévitable gros combat final où, dans le feu de l'action, Quaritch prendra invariablement en otage 1 ou 2 enfants de Sully au milieu d'assauts humains guerriers sur les différentes forces de Pandora réunies. L'ossature narrative du film est exactement identique à celle de son prédécesseur, tirant un bien trop grand nombre de ficelles scénaristiques clés de la saga. Moi, ça, c'est un gros défaut, par exemple. Je comprends pas, pour moi, ce truc-là, de refaire 3 heures et que la deuxième moitié du film, c'est quasiment le 2. Pour moi, c'est insultant, quoi. Enfin, j'utilise des gros mots, c'est qu'un film, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve que c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire que même les décors, de feu et de cendre, et on se retrouve avec les pêcheurs, les scènes de baleines, avec les baleines qui tuent encore les pêcheurs. Donc les pêcheurs se sont fait laminer dans le 2, mais ils reviennent et ils sont surpris que les baleines les attaquent. Et... La base sous-marine, scène d'action de la base sous-marine comme dans le 2. Alors, c'est de feu et de cendre, ils auraient pu mettre une scène de volcan, j'en sais rien, un truc un peu plus épique, un peu plus... merde, je sais pas le mot, apocalyptique, par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Et tu as encore le combat Quaritch contre Sully. Tu as la même chose à la fin. Dans le 2, tu as Sully qui dit, bon, maintenant, j'en ai marre, je vais... casser la gueule à Quaritch. Tu as la même scène dans dans le 3 à la fin. C'est trop bizarre quoi qu'ils aient vraiment un copier-coller. Je trouve ça vraiment vraiment bizarre. Après voilà, moi je reviens parce il dit le scénario du film est de loin le plus idiot qu'on ait vu. J'en ai marre des trucs, il n'y a pas de scénario, etc. Ça a arrêté. Il y a des scénarios. C'est pas parce que peut-être qu'ils sont ratés, peut-être qu'il se passe rien, mais il y a des scénarios. S'il y a des trucs qui apparaissent à l'écran, c'est que c'est écrit. S'il y a des plans, c'est que c'est écrit. Il peut y avoir un mec qui sirote une bière pendant 2 heures. C'est écrit, il y a un scénario. Donc ça, faut arrêter. Il n'y a pas de scénario. Après, est-ce qu'il est bien écrit? Moi, je trouve que non. Il y en a qui trouvent que oui. Mais il faut arrêter avec ça. Et malheureusement, le peuple des cendres, pourtant affilié au titre, ne changera pas la donne, notamment Varang, un personnage pourtant introduit de façon très réussie, apportant un intéressant... Un personnage pourtant... Ouais, merde. Malheureusement, le peuple des cendres, pourtant affilié au titre, ne changera pas la donne, notamment Varang, un personnage pourtant introduit de façon très réussie, apportant un intéressant souffle sauvage, tribal et nihiliste dans le climat
Dans le climat ambiant d'idéal naturel de Pandora, la morphologie et l'interprétation d'Oona Chaplin en font clairement une Na'vi à part, mention spéciale à la scène psychédélique de la hutte. Mais cette reine est finalement complètement laissée de côté, en cours de route, réduite à un simple rôle de sbire de Quaritch. Oserait-on dire presque à la façon d'une Harley Quinn, acolyte sempiternel, méchant de la saga, devant forcément de l'être encore plus lors du dernier acte. J'ai rien à dire sur cette phrase tellement ça représente ce que j'ai pensé du perso, parce que j'avais vu, comme je l'ai vu plus tard, je l'ai pas vu au cinéma, j'avais vu des éloges vis-à-vis de ce perso qui donnait un peu de rafraîchissement à la saga, alors que ça se passe dans les cendres. C'est drôle ou pas? Non. Mais c'est exactement ce qu'il dit, hein, c'est après dans le dernier acte. Et puis la façon dont elle est dégagée du film, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça ridicule, mais ce perso ne méritait pas un final comme ça, même s'il va revenir. Et elle va revenir dans le 5, 6, 7. Donc ça va, mais voilà. On le sait, 2 autres films sont d'ores et déjà prévus en cas de succès confirmé de ce 3e film. Bon, ça, on n'a pas de doute sur le succès. Cependant, cette fois, ce dernier se conclut presque sans réelle piste ouverte, comme s'il avait été conçu comme un possible point final à la franchise, et dans le même temps, avec rien qui ne contredira vraiment à cet arrière-goût de « à quoi bon décliner encore le même schéma ?» Ouais, il a mis 8, mais je suis tellement d'accord sur plein de trucs. En fait, c'est juste qu'il n'est pas sévère comme je le suis moi. Mais moi, je trouve ça vraiment très problématique, ce qu'il dit là. Hein. Donc après, c'est juste qu'il a pris du plaisir sur le film et qu'il s'éclate et qu'il adore la saga et qu'il a hâte de voir les suites. Mais comme quoi, c'est intéressant de lire des avis parce que on peut être d'accord, mais quand même avoir un ressenti différent sur le film et un amour ou pas du film. Néanmoins, Avatar de Feu des Cendres est encore une fois une expérience visuelle incroyable, unique en son genre et bien partie pour faire durer un bon nombre d'années le règne de James Cameron sur tous ses confrères metteurs en scène de blockbusters hollywoodiens. Bon, sauf Fury Road quand même. Bon, je vais lire une critique négative. Il a mis 3 sur 10. Il s'appelle Sean777. Je vais encore passer pour les grilles de service. Ouais, j'ai l'impression aussi, c'est con parce que, encore une fois, moi, James Cameron, c'est un dieu, mais là, ça fait chier, quoi. Mais ce 3e Avatar est une nouvelle plantade pour James Cameron. Bon, je pense niveau monnaie, c'est pas une plantade. Hein. Je pense que lui, il s'en bat la race des mecs qui font des critiques sur YouTube. Hein. Après, je dois bien avouer que je ne suis pas fan de la franchise. Le premier était osef et le second insipide et sans saveur. Et là, nous sommes tout bonnement dans le pire des 3. Moi, je trouve que le 2 est le pire des 3. On retrouve donc Jake Sully et sa famille, dont Spider, le petit humain qui a envie d'être un Na'vi. Spider, c'est le personnage peut-être le plus important du 3 en termes d'enjeu, de ce qu'il amène, c'est-à-dire que c'est lui qui lance l'intrigue. Ce perso, je sais pas, il n'y a rien qui va, moi, avec ce perso. C'est la dégaine, la personnalité. Je sais pas, il y a vraiment des gens qui sont attachés à ce perso. Bon, là, c'est totalement gratuit ce que je dis, parce que c'est totalement. Je sais pas, c'est quelque chose de physique, peut-être, avec l'acteur aussi, mais. Non, c'est pas possible d'avoir ce perso en protagoniste quasi principal, quoi. Je peux pas m'attacher à un film comme ça. J'ai pas envie de revoir un film où lui, c'est quasiment le héros, quoi. Mais la famille et son peuple, d'ailleurs, devra toujours faire face au même antagoniste. Sur 3 films, ça commence à devenir redondant. Qui sera cette fois accompagné par le peuple des cendres. D'ailleurs, Quaritch, je trouve qu'il perd quand même en charisme. L'acteur qui fait Quaritch, il est ultra charismatique, en humain, hein. Mais en Na'vi, je trouve qu'il perd vachement en charisme. Il a beaucoup moins de charisme, mais ouais, je comprends pas ce truc de le remettre, en fait. Ça aurait été bien d'avoir... je sais pas, après, je veux pas réécrire les films, hein, je suis pas scénariste, mais... là, il y a le personnage de Varang, donc c'est un peu interne, quoi. On met les humains de côté, on est rentré chez... Voilà, Avatar, c'est intéressant que la planète soit sauvée des humains et puis que finalement, de l'intérieur, ça commence à se détruire, ça aurait été intéressant. Après, je conçois qu'il faut des persos humains. C'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est quand il y a une accroche avec l'être humain, etc. Et pas que un film d'animation. Donc je pense, de ce point de vue-là, je pense que c'est cette volonté de James Cameron de rester quand même attaché à cette idée de cinéma live et pas que de faire un peu le mix des deux. Mais voilà, les persos humains, malheureusement, ils sont pas super. Hein. Mais même ça, c'est raté. C'est-à-dire que le réalisateur n'explore jamais ce nouvel espace. On y passe 5 minutes à tout casser, le reste se déroulant dans les décors habituels. Nouveau biome, donc, puisque si dans le premier, nous avions la forêt et l'eau dans le second, ce sera cette fois le feu et les cendres. Mais même ça, c'est raté.
C'est-à-dire que le réalisateur n'explore jamais ce nouvel espace, on y passe 5 minutes à tout casser, le reste se déroulant dans les décors habituels. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi il est revenu sur l'eau en milieu de film, c'est trop bizarre. Alors, je sais que les 2 films ont été tournés en même temps, je crois, à la suite en tout cas, le 2 et le 3. Donc peut-être qu'il a récupéré des scènes. Après, le problème, c'est que maintenant, c'est pour ça que les films durent 3h50, c'est que les scènes à monter, les scènes à tourner, à monter, faire les effets spéciaux, elles sont tellement chères que tu les coupes pas en fait. Tu vas pas dire, ah, attends, celle-là elle est trop longue, vas-y, coupe, on l'enlève, on la dégage, on la met dans les bonus du Blu-ray. Je pense que un film comme ça, tu mets tout. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y avait le Director's Cut du 1. D'ailleurs, je trouvais ça trop long. Je préfère la version normale du 1. Mais là, il n'y a pas de Director's Cut. Donc, ils ont tout mis, quoi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est cette sensation qui est donnée là-dedans. Ah bah tiens, il dit là, car oui, les 2 films ayant été tournés dans la foulée, on sent que Cameron avait envie de rentabiliser ses plans dans l'eau. Et donc, on se retrouve pendant une bonne partie du film, notamment la sous-intrigue du fils dont tout se fout complètement, car il n'a aucune profondeur, avec les baleines et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Bah, à la limite, tu le mets dans le 2, ça m'intéresse pas. Je peux dire, bon, ça m'intéresse pas, mais c'est comme ça, hein, c'est un ressenti. Mais là, tu le remets, encore une fois, bon, c'est un peu trop, quoi. De toute manière, la construction de personnages est un gros problème dans ce film, qui, en plus d'être toujours aussi manichéen, c'est toujours Pocahontas, mais dérivé sous différents biomes de film en film. Mais ça, c'est pas un problème, parce que c'est un film de, comment dire, d'immersion en fait. C'est un film où tu dois être immergé dans l'univers d'Avatar. Il faut qu'il y ait un pitch, etc., un script. Ce qui n'est pas le cas du 2. Si tu devais pitcher le 2 et le 3, je crois que c'est pas comme le 1, quoi, où il y a vraiment un pitch qui se sent, quoi. Mais voilà, après, je pense pas qu'il faut compliquer les choses plus que ça. Hein. Voilà, le 1, encore une fois, c'est l'exemple parfait du film, d'une simplicité, d'un récit vraiment fluide, mais d'un très grand film. Donc je m'en fous que ce soit Pocahontas, hein. De toute façon les films sont inspirés, on refait un peu les mêmes récits souvent. Hein. Les personnages changent d'avis et d'humeur tous les 5 minutes, ça c'est vrai, c'est ce que je disais sur Quaritch, ce qui rend d'ailleurs l'ensemble parfois assez difficile à suivre car tout s'enchaîne très vite, mais paradoxalement on s'ennuie ferme pendant ces 3 heures qui m'ont sincèrement paru une éternité. Car lorsque James Cameron n'enchaîne pas trop les chants contre chants d'une extrême banalité, on a des scènes d'action qui sont bien certes, mais jamais excitantes. En fait, il n'y a plus rien d'impressionnant, ce qui était pourtant la promesse de la franchise. Et c'est effectivement le cas en 2009, le film révolutionnant le genre avec des technologies inédites. Et même si le réalisateur continue de faire développer des caméras spécialement pour ses films, eh bien, ça ne se ressent pas à l'écran, à moins peut-être de payer une blinde pour voir le film en IMAX dans les salles premium à Paris. Oui, mais ça changera pas. Enfin, moi, je pense pas que ça changera le fait que le film il dure 3h15 et qu'au bout d'un moment, ben, c'est logique que tu sois immergé dans le film. Donc, le côté scène interchangeable du film, parce que les scènes d'action, j'ai l'impression que tu peux les prendre, les mettre. Tu en prends une du 3, tu la mets dans le 2, tu fais pareil, vice-versa. Ça peut marcher. Les plans, pareil. Voilà, encore une fois, je parlais des Deus Ex Machina où tu vois les armées arriver de loin, tout ça. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté beau packaging mais vide en fait. Donc encore une fois, sur 3 heures c'est très long, surtout qu'on a toujours ce même schéma qui se répète, remise en question, auto-flagellation, pathos, puis bagarre, et chacun de ces schémas engage un nouvel acte aussi inintéressant que le précédent. Et puis bon, encore une fois, si le second opus tenait au moins sa promesse, c'est-à-dire nous faire découvrir un nouvel univers, faut le dire vite quand même, ici ça n'existe pas. Le peuple des cendres n'a d'ailleurs rien de particulier hormis de l'ocre rouge sur la tronche puisque le feu en question provient des armes à feu que les soldats alliés leur ont filées. Oui, ils ont aussi découvert que le feu qui descendait de la montagne et font la gueule à grand-mère feuillage, c'est une justification comme une autre pour en faire des antagonistes. D'ailleurs, parlons-en d'Eiwa, bien pratique celle-ci pour nous sortir des Deus Ex Machina tous les 5 minutes. Puis bon, je crois que j'ai complètement lâché l'affaire alors ça spoil, le film nous montre son visage. C'est un kitsch sans nom. Bon, j'avais plus d'avis. Moi, à ce moment-là, j'étais plus dans le film. Mais ouais, je suis d'avis de savoir ce qu'ils ont aimé. Ce que les gens qui aiment la saga ont pensé de ce truc-là, de montrer le visage et quel est un visage humanoïde, quoi, avec 2 yeux, un nez, une bouche. Je sais pas, est-ce que ça enlève pas un peu de mystère à ce truc ou enfin... Peut-être c'est une bonne justification, hein, mais voilà, bon, j'ai pas d'avis là-dessus, moi ça m'a pas... Après que ça agisse comme un Deus Ex Machina, je trouve que c'est... Ouais, bon, il y a pas mal de trucs comme ça, hein, par rapport à la nature,
Bah, d'ailleurs, Spider qui perd, enfin, qui arrive à respirer grâce à la nature parce qu'il se transforme, enfin, ce qui le transforme en. C'est un film sur les liens en fait, donc tout est lié dans ces films. Donc je trouve quand même que de ce côté-là, c'est le sujet principal du film, que la nature est liée aux hommes et à toutes les autres créatures. Donc c'est la thématique principale. Mais voilà, après on peut dire, ouais ok, ça tombe juste là comme par hasard. L'autre a laissé un truc par hasard, elle sait pas que ça a marché et puis ça marche. Enfin voilà, bon, c'est une histoire de lien et de communion entre la nature et les pouvoirs de la planète et qu'arrivent à gagner les personnages. Voilà, c'est la seule évolution, on va dire, c'est la seule, je trouve, un truc qui évolue un peu au niveau de la saga, c'est ça, quoi, le fait de faire qu'un avec Pandora. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet avatar de fée de cendre qui n'a décidément plus rien à raconter. C'était déjà fragile dans le premier, pas du tout. Et dire qu'il y a encore 2 qui vont suivre. Bon, moi, je pense que si ça dure 3h15, je pense que je ne les verrai pas personnellement. Bon, je vais finir là-dessus. Pour moi, la saga Avatar, elle démontre quand même qu'on aime ou pas. Enfin, moi, je trouve que l'avenir du cinéma, il n'est pas là-dedans, en fait. Hein, et que le cinéma classique, avec une dramaturgie, l'importance du travail de la construction scénaristique, et voilà, et la réalisation qui se pose là-dessus de manière cohérente pour raconter visuellement le film, ça restera pour moi à jamais. Je pense que ce cinéma-là, il bougera jamais, et c'est pas ce que fait James Cameron qui va changer quelque chose. Bien au contraire, je pense, mais pas forcément parce que j'ai pas aimé. Hein. Je pensais ça déjà avec le premier film, hein. Mais pour moi, d'un côté, c'est quelque chose de positif, quoi. Mais voilà, les nouvelles technologies, elles serviront peut-être pour d'autres types de médias. Il y aura la VR, mais ce sera pas le cinéma tel qu'on le connaît. Et pour moi, ce cinéma, il mourra jamais. Donc ça, c'est quelque part, c'est une bonne chose en fait. Bon ben voilà, je pense que bon, on a vu une critique positive et négative. Donc moi, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire sur le film. Donc c'est compliqué à développer de toute façon quand on l'a vu qu'une fois, plus que ce que je ne l'ai fait là. Mais voilà, après, c'est vraiment des questionnements que je me pose sur cette saga. Et bon, s'il y en a qui aiment, tant mieux, ça c'est cool. Mais j'aimerais vraiment aimer parce qu'en plus, on perd un peu James Cameron, quoi. Parce que depuis 2009, enfin depuis Titanic, après Titanic, si on compte les années 2000, il a fait que du Avatar en cinéma. Donc moi, je suis un peu frustré en tant que fan de Cameron, malheureusement, qu'en 30 ans, pour moi, il a fait Avatar en 2009, ok. Mais après ça, pour moi, c'est comme si le réalisateur, il avait un peu disparu, quoi, parce que je comprends plus ce qu'il veut faire et je suis pas du tout attaché à ce qu'il fait et ça m'intéresse plus. Donc ça me frustre un peu de perdre un réalisateur comme ça. Mais voilà, après pour les autres, tant mieux si vous accrochez. Bon, et puis moi, de toute façon, je m'arrête là et puis je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao!